Bien, bonjour à tous du coup pour ce nouveau webinaire de la communauté des talents pédagogiques. Alors on accueille aujourd'hui donc Emelina et juste avant je voulais quand même partager mon écran pour vous présenter un peu notre sponsor parce qu'on a une- on a un sponsor pour la communauté des talents pédagogiques. Vous voyez mon écran là, c'est bon pour vous? Oui, Donc on est sponsorisé par Challenge Me en fait, hein. C'est un outil qu'on utilise nous à l'Institut Mintecom Business School. Pour faire de l'évaluation par les pairs, mais pas seulement. Là, d'ailleurs, on va sans doute également l'utiliser pour faire de l'évaluation des enseignements. Donc, c'est un outil qui est assez. Voilà, pour faire vraiment beaucoup de choses avec, même si c'est vraiment ciblé à la base évaluation par les pairs. Aujourd'hui, ça commence à s'étendre un peu sur d'autres types d'évaluations aussi. Donc, voilà, que ce soit des évaluations également par groupe, par exemple, pour évaluer les soft skills des étudiants entre eux, etc., ou pour qu'ils corrigent leurs travaux entre eux. Donc, c'est vraiment une pratique qui se développe très bien par chez nous. Donc, n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil sur ce site, donc challengeme.online. Et voilà, donc on les remercie évidemment pour le sponsoring. Donc je vais juste ici, oui, alors je précise également ce que ce webinaire est enregistré, donc vous retrouverez finalement tout cette vidéo sur la communauté des talents pédagogiques. Bon, c'est pareil, classique, hein, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, hein, ça vous permettra de suivre un peu les dernières vidéos. Donc aujourd'hui, on est à la 59e, voilà, 59e webinaire, entre guillemets, sur des thématiques hein, pédagogiques, comme vous le savez. Alors ensuite, je vais simplement arrêter mon partage et je vais présenter donc Emina qui nous fait le plaisir de participer aujourd'hui. Donc Emina, je te cache pas que j'ai fait un petit peu ta petite bio rapide hein, pour te présenter. Donc tu es coordinatrice d'enseignement donc des langues LV2, LV3 à IMT Business School. Hein. Donc tu es notre collègue en didactique des langues, mais également beaucoup dans l'intégration des outils numériques en pédagogie. C'est vrai que c'est quelque chose, toi, qui te passionne. Hein. Souvent, d'ailleurs, quand on se voit, qu'on fait des réunions, des points, je pense que tu es comme un ingénieur pédagogique, finalement, même parfois, tu es, peut-être même en avance parfois sur nous. Emelina, c'est vrai qu'elle est pionnière, on va dire, dans l'utilisation d'outils innovants. Que ce soit QuizWizard, d'ailleurs, WooClap, WooFlash, c'est des outils que tu as beaucoup utilisés, Emelina hmm, pour dynamiser l'apprentissage des langues. Donc, on est vraiment ciblé ici sur sur les des langues. parties au niveau des langues. Donc, elle a développé notamment des méthodes pour générer automatiquement des quiz, des flashcards, des choses comme ça. Donc, vraiment, voilà, pour créer des supports variés hein, pour justement l'apprentissage, etc., pour optimiser la préparation des cours, mais aussi l'engagement des étudiants. Et voilà, en gros, aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est vraiment une de tes spécialités. C'est lié finalement à la gamification. Et voilà, de quelle manière justement tu vas mettre de la gamification dans un cours et notamment un cours de langue, voilà, pour voilà, favoriser, on va dire, les interactions, l'engagement de l'étudiant et puis l'apprentissage évidemment. Voilà, Emina, bah écoute, je te laisse partager ton écran et puis bah, on est parti pour une petite heure et puis voilà, 30, 40 minutes et puis après des échanges. Très bien. Ben, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est parfait. Hein. Parfait, très bien. Ben, merci. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là malgré la période de vacances. Donc, je vais vous parler un peu de gamification dans les cours de langue, mais ça peut servir aussi à d'autres cours parce que les principes sont à peu près les mêmes, sauf que les exemples que je vais donner sont plutôt basés sur les expériences en cours de langue. Voilà, ça c'est le plan de ce que je voudrais présenter aujourd'hui, des définitions de gamification, pas que de gamification, de tout un tas, des trois termes qui posent souvent problème, parce qu'on les confond souvent, puis parler un peu des mythes de la gamification, l'histoire, la motivation, Octalsis, etc. Bon, on va les découvrir petit à petit et finir par présenter deux exemples de gamification que j'ai réalisés que j'ai conçu et appliqué dans des cours d'espagnol. Bon, la première chose, les définitions. Je vais parler des définitions de apprentissage par les jeux, des jeux sérieux et des gamifications parce qu'on confond souvent. Donc, pour commencer, l'apprentissage par les jeux, c'est une méthodologie active qui consiste à utiliser des jeux qui sont vendus sur les commerces, des jeux grand public, mais les utiliser comme outil d'apprentissage pour développer une compétence, pour travailler une certaine thématique en particulier.
Et là, le jeu va conserver toute sa dimension ludique. Ça, c'est par exemple, si vous utilisez ces jeux unanimement, qui existent dans plusieurs langues, des versions dans plusieurs langues, pour travailler le vocabulaire. Soit vous pouvez l'adapter un peu, retirer quelques fiches qui ne vous sont pas utiles, soit le laisser tel quel. Même chose pour un speech, un jeu très sympathique pour travailler tout ce qui est expression orale ou parfois aussi écriture créative. Même chose pour Contame. Donc là, on est à l'utilisation d'un jeu tel qu'il existe sur le marché. Ensuite, les jeux sérieux. Là, il n'y a pas que la dimension ludique, il y a le jeu sérieux combine des éléments ludiques, mais avec une fonction utilitaire. Donc, il y a une finalité première qui est autre, différente du simple divertissement. Et là, vous avez par exemple Guadalingo. Guadalingo, qui est un jeu vidéo conçu pour apprendre l'espagnol. Donc là, ça se présente comme une petite ville où l'étudiant va incarner un personnage, il choisit son avatar, etc. et va interagir avec les habitants de la ville pour réaliser des actions quotidiennes, aller au supermarché, au cinéma, réserver dans un restaurant, etc. Donc c'est un jeu conçu pour apprendre l'espagnol avec une finalité précise et claire. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez ces jeux. Ça, c'est pas pour l'apprentissage de langue, mais j'ai mis là comme exemple, c'est un jeu qui date déjà un peu, le jeu McDonald's, qui est une parodie de McDo et qui, en fait, cherche à dénoncer toutes les pratiques des McDonald's et toutes les conséquences sur l'environnement. Il se présente comme une sorte de faux jeu d'accumulation des ressources et gestion des ressources, mais le but est de critiquer l'entreprise. Et troisième terme, la gamification. Et c'est là où il y a un problème parce qu'on confond souvent la gamification avec les jeux. Et la gamification, c'est l'intégration des mécanismes et éléments du jeu dans des contextes non ludiques. Il y a une autre définition que j'avais entendue que je trouve très bien, quelqu'un expliquait que la gamification est le fait de concevoir des expériences d'apprentissage tellement ludiques et agréables qu'elles ressemblent à des jeux. Elles ressemblent, mais elles ne sont pas des jeux, vraiment. Et un exemple classique, je ne sais pas si ça vous vient à l'esprit, un exemple très connu des gamifications dans l'apprentissage des langues, c'est Duolingo. Duolingo est un exemple des gamifications réussies en apprentissage de langue. Il prend vraiment beaucoup d'éléments de la gamification, utilise les leviers de motivation à fond pour fidéliser les utilisateurs, pour les faire revenir constamment et garder leur motivation. Vous voulez, si vous voyez, si vous l'avez utilisé sur Duolingo, il y a une progression claire. Il y a l'effet de gagner des points. Les efforts sont récompensés, plus on revient, plus on gagne 2 points, des lingots d'or, etc. Virtuels, hein. Les exercices sont très variés. Il y a des classements, on peut intégrer des ligues. Plus on monte dans les classements, plus on passe dans une ligue supérieure. On peut acheter des biens aussi. Et il y a les célèbres séries, les séries où tu es là un jour, tu dois revenir le lendemain pour pas perdre tes privilèges d'avoir un jour, 2 jours, 3 jours. Et ça fait la version à la perte, c'est un levier de motivation, fait que les gens reviennent juste par peur de perdre cette série de tel nombre de jours des jeux. Ensuite, bon, une fois qu'on a clarifié les trois concepts, on passe aux mythes. Je choisis que 3 mythes, mais il y en a beaucoup, sur la gamification. Le premier, gamifier, c'est jouer. Non, pas du tout. Gamifier, c'est intégrer les mécaniques des jeux dans des contextes qui ne sont pas à la base ludiques.
Et ensuite, ça, c'est encore un autre mythe qui donne une mauvaise impression, une mauvaise image de la gamification. La gamification se limite au batch et au point. Non, pas du tout. Il y a beaucoup d'éléments en gamification qu'on n'exploite pas souvent et on reste sur ces deux-là. Et la troisième mythe, pardon. Il faut passer par le numérique pour gamifier. Non, on peut faire des gamifications complètement analogiques si on veut. Ensuite, un peu d'histoire, mais rapidement, juste pour montrer que c'est le terme qui est nouveau, qui est relativement récent, mais la pratique, elle date. Elle date et depuis l'Antiquité, on utilise les jeux dans des contextes non ludiques, comme par exemple pour former les soldats, les jeux de stratégie, ou les Lydiens qui utilisaient les jeux comme distraction pour survivre à la famine. Puis en 1896, on parle déjà des premières récompenses avec des petits timbres à collectionner. C'est déjà un précurseur des programmes modernes de fidélisation. Et puis, en 1908, on voit l'apparition des badges déjà chez les scouts pour récompenser les compétences acquises. Un peu plus tard, en 1980, j'ai pas mis toutes les dates, juste quelques dates clés. On voit l'apparition des programmes de fidélité dans les compagnies aériennes qu'on voit maintenant, qui existent juste maintenant. Et c'est déjà l'émergence du concept des gamifications. Le terme gamification proprement dit apparaît en 2002. Il a été créé par Nick Pelling, concepteur de jeux, et justement, on revient sur la définition, désigne l'utilisation des mécaniques de jeu dans des contextes non ludiques pour motiver, engager et faciliter l'apprentissage et le travail. Et en 2010, c'est à partir de 2010 que la gamification se démocratise et devient très, très, très populaire et utilisée, en grande partie grâce aux nouvelles technologies, réseaux sociaux et téléphones, smartphones, qui facilitent beaucoup la diffusion des expériences de gamification. Ensuite, ça, je voulais les présenter plus tard, mais finalement, je me suis dit que ce serait bien de présenter justement les éléments de la gamification maintenant, parce que je disais tout à l'heure qu'on se limitait au batch et au point, et la gamification a beaucoup d'autres éléments qui sont essentiels pour garder la motivation. Un élément dont on parle moins et que je considère indispensable dans une gamification, bon, pas que moi, tout le monde, c'est la narration. La narration, c'est finalement l'élément primordial et qui donne la cohérence, qui maintient ça sert de fil conducteur et qui aide à garder la motivation. Je vais juste déplacer la barre. Voilà. La narration permet de créer un contexte, de donner des sens aux actions des participants, favorise l'engagement, facilite la mémorisation et puis ce qui permet aussi d'avancer dans l'expérience de gamification. Ensuite, les niveaux sont aussi essentiels parce que dans une gamification, on doit voir la progression. Elle doit être visible, le participant doit sentir qu'il progresse et c'est pour ça que visualiser la progression à travers des niveaux est fondamental pour créer le sentiment de statut et d'accomplissement qui va jouer beaucoup dans la motivation. Un niveau se gagne, mais ne se perd pas pour une question pour éviter la frustration. Bon, les trois, ici, les points, les bâches et les classements sont peut-être les plus connus et ce qu'on connaît sur le nom de PBL, pour de l'anglais, sont beaucoup critiqués parce que on considère que les gamifications basées sur ces trois éléments vont faire émerger plutôt la motivation extrinsèque et ce qu'on souhaite avec une gamification, c'est pouvoir faire émerger la motivation intrinsèque. On va parler tout à l'heure de motivation.
encore des éléments essentiels, les quêtes et les missions aussi, les récompenses virtuelles, feedback visuel et immédiat aussi. Ça, c'est important dans une gamification. Les défis temporels, donc les défis des missions qui peuvent rester ouvertes 3 à 4 heures, pas plus. Donc, si on n'était pas là pour l'accomplir, bon, tant pis, on perd des points. Et la compétition et la collaboration. Voilà, maintenant, les gamifications, la gamification, on parle souvent de la motivation parce que c'est l'élément essentiel. Une gamification ne marche pas par magie et au cœur de d'une gamification réussie, il y a toujours la compréhension des mécanismes de motivation. On parle essentiellement de deux types de motivation en gamification. La motivation extrinsèque, qui est une motivation due à des facteurs externes. Donc, on agit pour obtenir une récompense, des points, des badges pour un classement. On agit aussi par peur d'une sanction. C'est une motivation extrinsèque. Cette motivation, elle est efficace à court terme, mais peut nuire à un moment donné à la motivation intrinsèque. Et la motivation intrinsèque, c'est celle qu'on cherche, c'est le Graal, c'est agir pour le plaisir, la satisfaction interne, le plaisir d'apprendre quelque chose, de réaliser une tâche, parce que l'activité nous motive, parce qu'on veut connaître un peu plus sur les sujets. Et justement, pour arriver à la motivation intrinsèque, Deci et Ryan, qui sont les auteurs de la théorie de l'autodétermination, considèrent que la motivation intrinsèque émerge quand on répond à ces trois besoins. Le besoin de compétences, le besoin d'autonomie et le besoin de lien social. Euh, le besoin de compétences, c'est sentir qu'on est acteur de notre environnement, qu'on peut faire des choses, qu'on peut maîtriser des choses. Et le besoin d'autonomie, c'est ressentir qu'on est maître de son propre navire, qu'on réalise des activités qui résonnent en nous et qui sont alignées avec nos buts. Et le besoin de lien social, c'est le besoin de sentir qu'on est important pour les autres et qu'on partage le même but. Ça, dans l'univers du jeu et de la communication. Donc, pour le besoin de compétences dans une gamification, il faut intégrer des challenges, des difficultés croissantes. Il faut faire très attention aussi à savoir doser la difficulté, parce que s'il y a des challenges, des défis ou des missions qui sont très compliqués, ça va décourager, ça va frustrer l'apprenant ou le participant. Et si c'est trop facile, ben, ça va ennuyer rapidement et ils vont abandonner. Pour le besoin d'autonomie, ben, on va donner des choix. Donc, on laisser parfois, il y a plusieurs missions et ils vont choisir les missions qu'ils réalisent, quel chemin ils prennent, mission ou défi. Et pour le besoin de liens sociaux, euh, proposer des défis ou des missions euh, qui génèrent des interactions significatives, la compétition, l'entraide, le conflit, bon conflit. Voilà. Et une bonne gamification doit satisfaire ces trois besoins. Sinon, c'est perdu. Ensuite, un autre outil important en gamification et pour les jeux, hein, ça c'est valable aussi pour la gamification et pour les jeux, les concepteurs de jeux connaissent très bien, c'est le modèle Octalysis des Yu Kaisho. C'est une méthode d'analyse et de conception de la gamification basée sur 8 leviers de motivation. Donc, il considère que il voulait expliquer en fait pourquoi un jeu peut produire autant d'engagement. Et il a trouvé 8 leviers de motivation qui sont utilisés jusqu'à aujourd'hui, 8 leviers, 8 moteurs. L'essence épique, la créativité, l'influence sociale, la prévisibilité, l'évitement, la rareté, la possession et l'accomplissement. Donc voilà, pour le sens épique, c'est le sentiment de participer à quelque chose qui est plus grand que nous.
contribuer à un projet, de défendre une cause. Et là, dans une gamification, ça va se représenter par la narration, le scénario narratif, que le participant ait un rôle héroïque, avoir des missions collectives, des quêtes d'impact. Dans la créativité, bon, j'ai la possibilité d'expérimenter, de créer. Et là, on voit les choix multiples, les mécaniques d'essai-erreur, le feedback visuel instantané, création d'objets, donner aux participants la possibilité, par exemple, de personnaliser son avatar. Dans l'influence sociale, il y a l'importance des interactions sociales, la collaboration, la reconnaissance, la compétition amicale. Donc, on peut inclure dans une gamification les classements, les équipes, les défis collaboratifs, les badges sociaux, etc. Dans l'imprévisibilité, ça marche très bien en gamification. La surprise, le mystère, parce qu'on est attiré, le fait de savoir, découvrir ce qui va venir après. Et donc, soit les bonus aléatoires, par exemple, des cartes mystères, des surprises, des rebondissements scénaristiques. Dans l'évitement, c'est la motivation n'est pas perdre quelque chose de précieux. Je vous parlais tout à l'heure de la perte, la peur de la perte avec les séries Duolingo. Et ben, c'est justement ce type de mécanisme qu'on peut utiliser. On peut utiliser compte à rebours, le maintien du score, des niveaux à recommencer, des défis quotidiens, des avertissements de progression perdue. Ici, la rareté, c'est le désir d'obtenir quelque chose qui est difficile, qui est limité, qui est rare à avoir. Donc, on peut jouer sur les déblocages progressifs, les récompenses rares, des objets limités, les événements temporaires, etc. Et la possession, bon, c'est le fait de gagner des points, des badges, des avatars, des objets virtuels. Et l'accomplissement, euh, c'est le plaisir de progresser, de relever des défis, d'améliorer ses compétences. Donc, les trophées, les badges, tout ce qui montre la progression. Bon, ce Octalysis en plusieurs lectures, hein, on peut l'utiliser de cette façon-là et dire que cette partie, les leviers de motivation qui se trouvent sur la droite sont les leviers de motivation, la créativité, l'influence et l'influence sociale et l'imprévisibilité, sont des leviers qui vont jouer sur l'émergence de la motivation intrinsèque. Et au contraire, tout ce qui se trouve sur la gauche va jouer sur l'apparition de la motivation extrinsèque. C'est pour ça qu'il faut équilibrer dans une gamification tous ces éléments pour éviter de favoriser la motivation intrinsèque uniquement. Parce que si on se base sur l'effet d'obtenir des badges et des récompenses, des points, et figurer sur un classement, on va créer un déséquilibre et favoriser la motivation extrinsèque. Il y a une autre lecture, la partie supérieure et la partie inférieure. La partie supérieure, où on considère que se trouve les leviers considérés white hat. Ce sont les leviers qui vont produire des effets positifs chez l'apprenant ou chez les participants, la sérénité, le bien-être. Et au contraire, ici, il y a une partie basse, la rareté, évitement et imprévisibilité, va produire les effets considérés négatifs si on abuse de ces leviers motivationnels, la peur, la frustration. Voilà, un modèle très utilisé et très connu en conception des jeux et des gamifications. Ensuite, comme il y a plusieurs modèles pour concevoir des jeux de gamification, euh, ces modèles aussi, il est très connu, c'est le modèle de mécanique dynamique et esthétique, euh, qui explique quels sont les éléments qu'un jeu ou une gamification doit contenir. Donc, les mécaniques sont tous les éléments de base d'un jeu. Ce sont les règles, mais aussi toutes les actions. Les mécaniques peuvent s'exprimer en verbe. Parce que ce sont toutes les actions qu'un joueur ou un participant à une gamification va réaliser.
pendant l'expérience. Et les dynamiques sont à peu près les effets que les mécaniques, en fait, les dynamiques viennent de l'interaction du joueur ou de la personne qui participe à une expérience de gamification, l'interaction avec les mécaniques. Et ça va produire des dynamiques. Par exemple, un classement va produire comme dynamique la compétition et un objectif commun, la collaboration. Et puis l'esthétique, c'est l'ensemble de l'expérience, comment l'utilisateur va ressentir tout ce produit gamifié. Il y a tout qui rentre là parce qu'il y a les émotions, les sensations ressenties par l'apprenant, mais tout va jouer là. C'est comment la narration est proposée, le couleur qu'on utilise, les personnages, c'est un tout. L'esthétique, les éléments qui vont conformer l'esthétique. Ah, autre chose importante à connaître dans une gamification sont les types de joueurs. Il y a plusieurs classements de types de joueurs. Je choisis de présenter uniquement deux. La première, parce que elle date de 1996, euh, c'est bon, de ce genre, ça date un peu, mais c'est un classement qui est encore très utilisé et qui divise les joueurs en quatre catégories, les explorateurs, les socialisateurs, les accomplisseurs ou achievers et les killers ou les tueurs. Euh, bon, les explorateurs qui veulent connaître un peu les jeux sont plus motivés par la découverte de l'univers du jeu et tout ça, et pas forcément pour accomplir les buts finaux. Et en revanche, les cherchent à aller au but, à faire remplir toutes les missions. Et les socialisateurs se centrent plus dans la communication avec les autres, les interactions, et les tueurs qui sont là pour jouer vraiment et obtenir toutes les récompenses et tous les points possibles, et peu importe le reste. Là, le but, c'est de gagner. Ils cherchent la compétition directe. Bon, ce classement, il est très utilisé et il est un peu contesté aussi parce que on considère que bon, c'est un peu limité à quatre catégories de joueurs, c'est peu. Et ensuite parce que on considère que tout joueur a tous les profils sont présents finalement dans chaque joueur. Il y a peut-être, oui, il y a certains profils qui dominent, mais on a un peu de tous. Et une autre catégorie qui est beaucoup plus récente, de 2015, c'est celle de Marsevski. C'est appelé le modèle EXAD. Et là, il introduit d'autres types de joueurs, comme le philanthrope, qui est là pour aider les autres sans s'intéresser aux récompenses. L'esprit libre, qui est un peu l'explorateur d'avant, mais en partie. Euh, le player ou le joueur, qui est un peu un mélange d'accomplisseur de la catégorie d'avant, et accomplisseur et tueur. Celui-là, il existait déjà. Et les disrupteurs, qui est un peu les tueurs, hein, mais élargi. Donc là, il est vraiment euh, pour chercher l'impact, oui, chercher l'impact, changer les règles. Il est un peu transgressif, mais aussi il innove. Pourquoi il est important de connaître les types de joueurs? Parce que si on se focalise sur certaines mécaniques des jeux, on va favoriser un type de joueur et frustrer les autres. Par exemple, si on va sur les points, badges, récompenses et tout ça, on va plaire aux players, aux disrupteurs ou aux tueurs dans la catégorie précédente. Mais par exemple, les socialisateurs ou l'explorateur, ils vont se sentir frustrés. Donc, le mieux, c'est d'équilibrer, de proposer des missions diversifiées où tout le monde va pouvoir se trouver. Ensuite, pour le caractéristique d'une bonne gamification,
Bon, il y en a plusieurs, je vais résumer là, mais il y a par exemple l'interaction constante avec les contenus. Il faut que les participants soient et activement impliqués dans les processus de gamification, qu'ils réalisent des actions, qu'il y ait une interaction constante. Les feedbacks immédiats, c'est aussi essentiel parce que ça aide à la progression. C'est un levier de l'apprentissage de toute façon, donc c'est nécessaire. La progression claire parce que ça va motiver l'apprenant ou le participant, que les objectifs soient clairs et visibles. Adapter la difficulté. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut chercher un équilibre, que les épreuves soient pas trop difficiles, mais pas trop faciles non plus. Encourager aussi l'entrée de la compétition. Et il y en a une que j'ai oubliée, qui est importante aussi, varier les activités. Parce que si on propose toujours le même type de défi, ça va conduire à l'ennui, forcément, parce que bon, ils connaissent déjà ce qui va se passer. Il n'y a aucune nouveauté et introduire des éléments surprises et tout ça, tout ce qui est inattendu, pour jouer justement avec l'effet des surprises. Ensuite, bon, je vais vous présenter deux exemples des gamifications que j'ai conçues. La première elle date déjà un peu, mais il s'agit de transformer une nouvelle littéraire en aventure gamifiée. Donc, je travaillais sur une nouvelle de Horacio Quiroga, un écrivain uruguayen qu'on compare souvent à Edgar Allan Poe. Et j'aime beaucoup travailler la littérature en cours, mais je voulais présenter les choses d'une façon différente, pas on va lire, on va analyser les personnages, on va faire un contrôle des lectures pour voir si tout le monde a lu, si tout le monde a compris. Donc, je commençais à penser qu'on proposait ça différemment. Je me suis dit, ben, pourquoi pas la gamification? Mais il y avait il y avait beaucoup de défis. Euh, une des premières choses, c'était de trouver les niveaux. Comment, pour travailler une nouvelle, comment je peux proposer différents niveaux. Donc, je me suis dit, bon, quand on travaille en langue, quand on travaille un document, que ce soit audio, vidéo ou en texte, on a trois étapes. L'étape des prélectures, l'étape des lectures et l'étape des post-lectures. L'étape des prélectures, c'est celle qui va préparer l'apprenant à la rencontre avec la nouvelle. Dans ce cas, on travaille un peu sur le vocabulaire, sur l'auteur, l'environnement ou la période aussi. On travaille le vocabulaire, on prépare l'apprenant à s'approprier le document qui va être présenté. À l'étape des lectures, on va travailler toute la compréhension des activités de lecture et l'étape des post-lectures où on va aller un peu au-delà. Donc, je me suis dit, bon, je peux constituer des niveaux à partir de ça. Et c'est comme ça que je vais arrêter le dessin là. Je pensais à créer trois niveaux qui correspondaient à ces trois étapes, pardon. Donc, le premier niveau, c'était découvrir l'environnement. Le niveau 2, connaître l'histoire. Et le niveau 3, raconter une nouvelle version. Ça nous donnait ça. Ensuite, c'était la narration. On va travailler sur une nouvelle, mais à partir d'une nouvelle, mais il faut créer une narration cohérente. Je vais vous présenter rapidement tout à l'heure la présentation justement de cette expérience. Mais déjà, je vous avance les informations. La narration, donc la nouvelle est assez particulière. C'est une nouvelle courte de 3 pages avec qui donne l'impression d'être très réaliste, mais à la fin, on se trouve dans une sorte de nouvelle fantastique et on ne sait plus ce qui est réalité, ce qui vient du fantastique. Donc, je me suis dit qu'il fallait une narration qui colle un peu ou qui soit un peu cohérente avec l'histoire. Et je proposais ça. Une épidémie de fatigue qui va frapper les jeunes du monde entier. Et tout le monde est alarmé parce qu'on ne connaît pas la cause. Et ça ne frappe que les jeunes, donc un public très ciblé. Et les étudiants devaient enquêter pour trouver
quelle était la raison et découvrir tous les mystères, arriver à reconstituer une formule euh, qui donnait l'antidote pour arrêter cette épidémie de fatigue. L'épidémie de fatigue, parce que dans la nouvelle, il y a une histoire de fatigue, sommeil inexpliqué, tout ça. Donc la mission, c'était reconstituer la formule qui permettait de fabriquer l'antidote et d'arrêter l'épidémie de fatigue. Et il y avait bien sûr des missions secondaires à l'intérieur de chaque niveau, des défis, des quêtes, etc. Les récompenses, bon, à la fin de chaque niveau, on obtenait un badge, donc au buscador de datos pour la première, l'étape de prélecture, maestro de la compréhension pour l'étape de lecture et contador de historias pour l'étape de post-lecture. Les mécaniques utilisées, bon, il y a des points, il y a des badges, il y a des niveaux, des quêtes, des défis, feedback immédiat, parce qu'il y a beaucoup d'activités où j'ai intégré, par exemple, des applications qui permettent d'avoir des feedbacks immédiats, soit H5P, soit Learning Apps, EducaPlay. Il y avait aussi WooClap et WooFlash que j'ai utilisé dans plusieurs exercices-là. Les renforcements positifs parce que les personnages de l'histoire vont intervenir et vont interpeller les étudiants, soit pour leur confier des missions, soit pour leur dire que tout va très bien, qu'ils s'avancent très bien, qu'ils vont bientôt découvrir l'antidote. Aléatoire parce qu'il y a des éléments surprises par moment, il y a des missions qui n'étaient pas attendues. Et coopération et compétition, il y a des missions qui sont à réaliser de manière individuelle, mais il y a aussi des missions en groupe. Les personnages dans cette histoire, bon, l'auteur, Horacio Quiroga, parce qu'il va intervenir, il va confier la mission aux étudiants, la mission initiale, et les différents personnages de la nouvelle, Alice, Jordan, la bonne, le médecin aussi, qui vont, comme je disais tout à l'heure, interpeller les étudiants, les encourager ou leur confier des nouvelles missions. Et les étudiants qui jouaient le rôle des enquêteurs. Voilà. C'est à peu près ça. Est-ce que vous voyez l'écran là? Oui, le changement. Parfait. Donc ça, c'est ce qui était proposé. Essentiel dans toute gamification, la partie la plus importante d'une gamification, c'est définir nos objectifs pédagogiques. Hein. Moi, j'avais très clair les objectifs, ce que je voulais travailler, objectifs lexico-grammaticaux, les compétences que je voulais travailler. C'est la base de tout ça. Avant de penser à la narration, avant de penser aux mécaniques qu'on va utiliser, aux défis, aux missions, c'est bien définir nos objectifs pédagogiques, les contenus qu'on va travailler, euh, ce qu'on veut, les compétences qu'on veut développer. Bon, ça c'était toute la partie. J'avais commencé par une sorte de vidéo que je vais pas présenter, mais c'était une vidéo pour générer la curiosité, où on montrait, c'était assez alarmiste, où le monde était, les jeunes de partout sur la planète étaient victimes d'une épidémie de fatigue, tous les leaders mondiaux étaient inquiets, etc., les leaders politiques, et on connaissait pas la cause. Ça, c'était aussi des supports que j'avais créés pour justement alimenter cette curiosité et l'intrigue là, de savoir ce qui s'est passé, pourquoi il y avait une épidémie de fatigue, etc., d'où ça venait, donner un peu de réalisme à l'histoire. Après, il y avait l'appel, là, où ils recevaient Hola chicas y chicos. la mission, on leur donnait des détails, ce qu'ils devaient faire. Il y a aussi une partie écrite, parce que j'aime bien mettre ça par écrit, mais à l'oral, mais aussi par écrit pour qu'il y a le double support. Et s'il y a certains qui n'ont pas compris le texte, l'audio ou la vidéo, parce que parfois c'est des vidéos, on puisse s'appuyer sur l'écrit. Bon, et ensuite, il y avait la présentation des niveaux avec
présentation des niveaux et puis les différents. Là, ça, c'est le niveau, le premier niveau, l'étape des prélectures. Alors, parfois, bon, là, il y avait l'écrivain qui parlait. Je vais pas les faire parler cette fois-ci. Mais je sais pas si c'est ici, non, c'est les missions qui viennent. Juste pour vous montrer que parfois, il suffit juste de modifier des activités qu'on fait déjà, leur donner une autre dimension pour les rendre plus interactives et impliquer beaucoup plus l'apprenant. Par exemple, dans l'étape des prélectures, comme je vous disais, on travaille souvent sur l'auteur, son œuvre, ce qu'il a fait, etc. J'aurais pu donner une biographie, leur faire lire la biographie, et puis faire un quiz gamifié pour vérifier la compréhension. Mais je me suis dit, il faut faire quelque chose où il soit beaucoup plus actif. Donc, j'avais trouvé des photos d'une maison où Horacio Quiroga avait vécu. Et je me suis dit, ben, je vais construire une petite quête. Euh, Ils vont rentrer dans la maison et essayer de trouver des éléments et composer la biographie. Et bon, c'est comme ça qu'on a fait. Et ça nous a permis aussi de voir un peu de rentrer dans l'univers de l'auteur de l'époque, du début fin du 19e siècle. Donc là, lui, Amigos bienvenidos. Los estaba esperando. ben, il va les orienter un peu, mais leur dire aussi qu'il va pas les céder. Cette gamification, elle a été faite avant l'émergence de toutes les applications d'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça que j'avais utilisé les moyens que j'avais à ma disposition à l'époque. Maintenant, ça peut paraître un peu vieux, mais ça fonctionnait très bien. Et donc, voilà, ils s'explorent un peu, ils vont un peu partout et vont découvrir, en cliquant un peu partout, vont découvrir différents éléments. Ici, par exemple, ça les amène vers une vidéo sur la vie de l'auteur. Ils vont découvrir des secrets de sa vie, de l'œuvre. Et après, une fois qu'ils ont fait toute cette exploration, là, ils vont travailler sur un quiz qui a été fait avec WooFlash. Et ça leur donnait aussi WooFlash, c'est une application que j'aime beaucoup parce que ça permet de voir les questions qu'on a réussies, celles où il faut retravailler, ça permet de recommencer. Et c'est un peu, ils utilisent les mêmes mécaniques de Duolingo où une question, quand on a donné une mauvaise réponse, on vous repose la question pour voir si vous comprenez, etc. Et si vous l'avez bien compris ou si c'était une erreur, etc. pour recommencer. Ça vous permet de recommencer, de faire des essais et des essais-erreurs, travailler sur les essais-erreurs. Donc, voilà. Et puis, bon, tous les restes, je vais pas vous présenter toute la séquence parce que c'est long. Il y avait bien sûr des contenus bloqués qu'ils devaient travailler, les personnages qui intervenaient. Et la mission finale était faire, de raconter l'histoire en utilisant un autre genre discursif. Donc, soit faire raconter l'histoire en vidéo, par exemple. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait une bande dessinée. Il y a des étudiants qui ont fait une vidéo différente avec l'élément l'élément surprise qui apparaît dans l'histoire originale. Ils l'ont changé. Ils ont appliqué la Chine, là, et la technologie. C'était assez drôle. Lui, par exemple, qui a créé une page en Doctissimo pour expliquer, parce qu'il y a l'élément surprise, c'est quelque chose d'étonnant, mais c'est un être vivant. Et voilà, en photo. Ah ouais, là, je ne vais pas la présenter, mais c'est un roman photo que les étudiants ont créé pour raconter l'histoire d'une façon différente. Ça, c'est la première expérience. Donc, c'est à partir d'un texte littéraire. La deuxième expérience de gamification, c'est sur la publicité. Et en fait, j'avais fait il y a quelques années un festival de publicité avec mes groupes, hein. Ça avait très bien marché, mais c'était juste avec mes groupes. Ici, je voulais reproduire le festival de publicité, mais avec tous les groupes, tous les enseignants d'espagnol.
Et je me disais qu'il fallait un support de préparation pour pas qu'ils arrivent juste avant, on va faire une publicité, vous allez participer à un festival de publicité, vous allez faire une pub. Donc, je pensais à un support un peu pour le donner tous les éléments d'une publicité, caractéristiques de la publicité, etc., pour les préparer, pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire. Donc, au début, je pensais à un support simple, puis petit à petit, au fur et à mesure que je cherchais les ressources et tout ça, je me suis dit, bon, non, mais c'est une gamification qu'il faut faire. Et j'ai conçu une gamification ici dans le but de présenter les caractéristiques des trois types de publicité, publicité affiche publicitaire, publicité radio et publicité vidéo. Donc, pareil, bon, là, je n'étais pas conditionnée par la narration, il fallait trouver quelque chose. Donc, on est parti sur la création imaginez, le petit royaume des Consumopolis. Et les petits royaumes des Consumopolis qui étaient victimes de la terreur publicitaire, euh, justement, sémée par la bande Publimax, qui a inondé le royaume des publicités sans créativité, insipides, et qui a euh, mm, capturé la créativité du royaume des Consumopolis, qui était très connu par la qualité de ses produits publicitaires. Donc, la mission était de neutraliser la bande Publimax, éradiquer la terreur publicitaire et pouvoir libérer la créativité parce que le festival des publicités approchait à grands pas. Et il fallait bon, faire ça vite. Les niveaux, là, c'était un peu plus facile parce que, comme j'allais parler trois types de publicités, chaque niveau correspondait à un type de publicité. Donc, c'était le premier, c'est de la fiche publicitaire. Deuxième, publicité radio. Et troisième, la publicité audiovisuelle. Et puis, il y avait une activité bonus sur les erreurs publicitaires. La mission, bon, on a déjà dit, neutraliser les Publimax et libérer la créativité. Et comme dans la gamification précédente, à l'intérieur de chaque niveau, il y avait des missions, des quêtes à réaliser. Les récompenses, cette fois-ci, il n'y avait pas de badges, mais ils s'obtenaient, quand on finalisait un niveau, ils s'obtenaient un chiffre qui leur permettrait de composer plus tard le code qui servait à libérer la créativité. Les mécaniques utilisées, il y avait les niveaux, les quêtes, les défis, choix et autonomie, parce qu'ils peuvent décider quel niveau ils vont réaliser oui, en préférence au début. Ils peuvent choisir commencer par la publicité audiovisuelle, s'ils préfèrent, ou commencer par la publicité radio. Il n'y a pas il n'y a pas d'ordre précis. Il y a le feedback immédiat aussi, le renforcement positif. Parce que là, ce sont soit les personnages, soit les habitants de Consumopolis qui vont venir les encourager, soit les méchants des Publimax qui vont venir pas les décourager vraiment, mais leur dire que la tâche est difficile, qu'ils se débrouillent bien, mais que la tâche est difficile, qu'ils ne pensent pas qu'ils ont tout gagné. Déblocage du contenu, parce il y a beaucoup de missions qu'il faut avoir terminé pour obtenir un code qui va permettre de passer à la mission suivante. Il y a aussi des éléments surprises. Parfois, ils cliquent sur des choses et ils se trouvent avec des éléments qui sont inattendus. Et la coopération et la compétition. Les personnages, ce sont les membres des Publimax qui vont représenter les obstacles, les agents Consumopolis qui vont les encourager et parfois donner des pistes, et les étudiants qui sont les aventuriers qui sont partis récupérer la créativité. Parfait. Emilia, tu penses qu'on peut peut-être passer peut-être aux questions, parce que je vois l'heure qui file et je me dis pour les personnes qui avaient bloqué peut-être 1 heure, Oui, 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 on peut, ça te ça va? c'était juste la... Qu'à la limite, peut-être qu'on pourra, je sais pas si on pourra mettre le lien justement vers Oui, cette... oui, Ouais, oui. ça marche.
Très bien. Ah bah, là, ici, sur cette gamification, il y a des choses qui ne pourront pas être vues parce qu'elles ont été faites avec H5P. D'accord, ok, ok, ok. Ça marche. Mais si, ça te va, on peut demander Oui, s'il oui, y a peut-être des oui, questions. aucun problème. Tu peux éventuellement arrêter du coup le partage et puis n'hésitez pas à lever la main. Ce que je propose, vu qu'il est 11h23, on termine à 11h30. Ceux qui voudront, voilà, si vous avez des questions un peu complémentaires, vous pourrez rester. Si Emina a un petit peu de temps, et puis on coupera l'enregistrement. Et voilà, si vous avez déjà les questions, je vous laisse éventuellement réagir. Je vois qu'Alexander active sa caméra. Peut-être que tu avais une question également, peut-être, ou pas forcément. Non, non, ça marche. Je veux savoir, Emina, tu parlais de motivation intrinsèque, extrinsèque. Finalement, Duolingo, c'est vrai que c'est une application qui est quasiment peut-être la plus connue, je pense, là-dedans, et qui a un succès commercial assez impressionnant. Mais finalement, quand on regarde bien, est-ce que eux, justement, ils sont pas plutôt sur des motivations extrinsèques globalement? Ouais, globalement, ouais, c'est la motivation qui prime Donc finalement, c'est celle qui sur marche le l'application. mieux paradoxalement, quoi. Même si c'est celle qui n'est pas, entre guillemets, que, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est pas celle qui est la plus plébiscitée par la science ou même par toi, par exemple. Non, parce qu'elle est des courtes durées, elle est plutôt fragile, si on veut dire, hein, du moment où ça dépend d'un facteur externe. Ouais. Mais là, oui, il y a quand même assez des choses intrinsèques aussi, dans le sens où ils s'essayent d'encourager pas les interactions, mais le fait par exemple, suivre d'autres joueurs. Il y a le côté social qui essaie de se développer sur Duolingo. Ouais. Il y a aussi la version de la perte qui marche beaucoup. Bon, ça, Bah oui. Et ça, c'est c'est pas la également meilleure du motivation, côté mais extrinsèque. Mais c'est oui, intéressant parce que au-delà de ce qu'on pourrait considérer comme plus noble, entre guillemets, comme type de motivation, finalement, ce qu'on voit, ce qui marche, c'est des motivations qui sont pas forcément, enfin, en tout cas, qui sont pas mises en avant comme tu le montrais. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas utiliser les autres types de motivations, mais non, c'est vrai, non, 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 c'est vrai qu'il y avait un point et intéressant. d'ailleurs, on conseille souvent dans ces gamifications, surtout pour les gamifications de courte durée, Ouais. il faut s'appuyer d'abord sur la motivation extrinsèque pour pouvoir Capturer, quoi. essayer de passer après D'accord. travailler là-dessus, mon motivation qui est plus Super difficile à intéressant. obtenir, mais justement. Tip top. Je vois que Eve a levé la main et Yon, je laisserai la parole après. Eve, si tu veux activer la caméra ou si vous voulez activer la caméra, il n'y a pas de souci. Ouais. Oui, bonjour. Euh, Bonjour. Bravo et merci pour votre présentation qui était très intéressante. Et moi, j'ai une question plutôt d'ordre logistique parce que ça me paraît énorme comme travail de mise en place. Est-ce que vous avez travaillé avec un ingénieur pédagogique ou quelqu'un qui s'y connaît comme ça en informatique? Parce que je vois en fait que vous avez utilisé beaucoup d'outils. Vous avez parlé de... Alors moi, j'utilise beaucoup Booklab et Wooflash aussi. Enfin, j'ai eu beaucoup utilisé. Mais vous avez utilisé beaucoup d'autres outils et est-ce que vous vous êtes entouré ou est-ce que vous avez fait ça toute seule? Et non, ça, je l'ai fait toute seule. Ouais, ouais, ouais. Vous Je me êtes suis formé, ouais. beaucoup appuyée sur Genially comme plateforme hein, parce que ça permet de décentraliser un peu tout. Et bah, je pense que c'est assez facile d'utilisation, mais non, mais c'est vrai. Après, pour d'autres, peut-être que ce sont des outils que je connais déjà assez bien, donc j'ai pas ressenti le besoin de demander de l'aide, mais peut-être que pour d'autres gamifications, il y a des outils plus complexes. Ouais. Du coup, j'ai juste, pardon, une question subsidiaire. Ça vous a pris combien de temps, par exemple, pour le premier exemple que vous nous avez montré sur la nouvelle de... J'ai oublié le nom de... Horacio Quiroga, ouais. Oui, je parle pas espagnol en plus, donc je veux Oh pas... non, ne vous inquiétez pas, désolée, hein, c'était les exemples que j'avais sur la main. Ah ben c'est super parce que ça donne des pistes et en effet, mais ça vous a pris combien de temps pour réaliser de bout en bout toute la gamification? C'est quand même assez long. Hein. Là, bah, je suis partie sur des gamifications de longue durée. J'aurais pu faire quelque chose parce qu'on pouvait faire clairement des choses qui durent 1 heure, pas plus. Mais là, comme c'était pour plusieurs séances, je complexifiais un peu trop les Ouais. choses, je pense. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je crois un mois comme ça. Et pour l'autre aussi, celle sur la publicité que je n'ai pas pu montrer, enfin, je n'ai pas pu montrer les ressources.
Mais celle sur la publicité, c'était surtout la recherche de support. Parce qu'il y avait, je voulais Mm. trouver des images impactantes, des vidéos où on montre, par exemple, très clairement la narrative la narration en publicité, le technique utilisée en publicité pour la persuasion et tout ça. Donc parfois c'est la recherche des supports. Dans la première, c'est vrai que bon, j'avais tout, j'avais la nouvelle, mais c'était penser aux activités, trouver, oui, un peu les supports aussi. Donc, ça prend du temps. C'est un des problèmes de la gamification, c'est chronophage et ce n'est pas aussi pour tout le monde. Il y a des personnes qui n'aiment pas les jeux, qui se sentent pas à l'aise en proposant des jeux en cours, par exemple. Donc, des activités de gamification, c'est proche du jeu. Euh, si on n'est pas à l'aise, bon, on ne va pas les utiliser. Hmm. Mais oui, moi, Merci pour votre réponse. merci beaucoup. Merci. Bon, c'est vrai que vous l'aurez compris, hein, Emelina n'est pas une enseignante lambda, entre guillemets, en matière de compétences numériques. C'est vrai que, voilà, même nous, on apprend beaucoup avec elle. Et c'est vrai que c'est un... Voilà, tu n'es pas, entre guillemets, peut-être la mieux placée pour estimer la charge de Oui, oui, travail parce oui, que tu as une c'est vrai, oui, parce habileté qu'il y a des, et et une puis j'aime bien passion. expérimenter, donc Et parfois, voilà, tu as une passion j'ai pour fait des, l'usage du par exemple, numérique. à Et... l'époque, on n'avait pas, pour la première, à l'époque, on Ouais. n'avait pas d'outils pour faire parler les personnages, comme maintenant. Maintenant, c'est les Ouais. rêves, parce qu'on a énormément d'outils. Mais Mais, là, mais, je me mais souviens c'est que vrai la qu'on peut première fois, conseiller effectivement aux gens qui écoutent bah, de s'appuyer sur les équipes pédagogiques. oui, exactement, oui, qui Nous, au connaissent niveau de mieux tous l'école, les l'équipe outils. practice avec Siveni, Marine et moi, mais ça peut être les ingénieurs pédagogiques, je pense, sont clairement des personnes que vous pouvez mobiliser par rapport à ce type de choses. Alors, c'est Yayan Oui, qui a également levé la main. Oui. Ouais, oui, bonjour tout bonjour. le monde, merci beaucoup pour la présentation. En fait, je travaille à École Polytechnique et Ah, j'ai vu l'information diffusée, enfin, et c'est pour ça que, enfin, ça m'intéresse beaucoup et c'est pour ça que je me suis inscrite pour cette conférence. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que Oui, oui, mon oui, on réseau entend très passe bien. On très entend très 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 bien. mal. Ouais, Non, et c'est je vais super. couper le caméra. Enfin, je pense que c'est les données. J'utilise mon téléphone. Ouais. Ma question, c'est que j'ai l'impression les deux exemples proposés, ça capte plutôt un public B1, B1+. Est-ce que vous avez, enfin, je pense que vous avez fait beaucoup d'activités en fonction des niveaux. Est-ce que il y a certaines activités sont plus appropriées à un niveau que d'autres, par exemple A1, A2, P1, P2. Est-ce qu'il y a des activités types? euh, oui. Pardon, oui, tout à fait. J'ai oublié de mentionner, bon, j'ai oublié beaucoup de choses parce que dans ce type de présentation, on oublie la moitié des choses qu'on veut dire. Mais j'ai oublié de mentionner, par exemple, que pour la gamification sur la publicité, j'ai Oui, fait en fait deux versions. Il y avait une version A2 B1 et oui. la version que je voulais présenter là, c'était la version B1 B2. Donc pour un B1 fort, un B2. La structure est la même, hein, mais il y a que les missions et les défis qui changent des difficultés. Après, oui, vous pouvez faire une gamification pour un petit niveau A1. Il faut juste adapter, énoncer la narration de manière simple et adapter les missions. Vous pouvez parfaitement faire ça. Une des premières choses que je conseille si on n'est pas familiarisé avec la gamification, c'est par exemple tous ces exercices à trous qu'on a souvent, qui apparaissent là, remplir, etc. Moi, je m'amuse souvent parce que je trouve un peu hors contexte, je m'amuse souvent à créer une narration. Donc, au lieu de dire, ben, le personnage, il faut remplir les phrases suivantes avec, je sais pas, les verbes au présent. Donc, créer une narration. Machin avait un message très important qui lui donnait des informations sur je ne sais pas quoi, mais malheureusement, son papier est tombé à l'eau et les verbes se sont effacés. Est-ce que tu peux les aider est-ce que tu peux l'aider à reconstruire son message en conjuguant les verbes à la forme indiquée, etc. Donc, des petites choses comme ça qui commencent déjà à nous entraîner vers la gamification. D'accord. J'ai d'autres questions. Je pense que, enfin, le Oui, temps est passé. Est-ce que je peux prendre contact avec vous par mail et ensuite vous je ne sais poser pas si d'autres... ça vous dérange, Alors, moi j'ai du temps, donc si vous voulez, après,
Je sais pas si Julien, Alors sinon, Sibani et Marine ont Yann, d'autres choses. juste pour info, là je vais effectivement clôturer la Ah, Oui, partie dimanche. pour là, mais on peut rester un petit peu en ligne, on peut rester un petit quart d'heure, comme je disais, si Emilia a un petit peu de temps pour Oui, répondre aux oui. questions. Donc n'hésitez pas, après voilà, si jamais Yann, vous avez juste positionné une heure dans votre créneau et vous pourrez éventuellement prendre contact avec Emilia, mais on pourra rester un tout petit peu après si vous voulez. Je vais juste de mon côté rapidement partager mon écran pour clôturer. Voilà, donc je vous rappelle, hein, merci beaucoup Emina, hein, c'était vraiment super intéressant. C'est ce que j'appelle une masterclass limite en Ah, gamification. non, mais je sentais Franchement, qu'il c'était manquait des choses. ultra riche, hein, vraiment. Je remercie encore le sponsor Challenge Me hein, pour la communauté talent. On retrouvera, comme on l'a précisé juste avant, d'ailleurs, ici, comment dire, la présentation. Pour les personnes qui ont participé, on envoyera également un mail et puis voilà, on a une newsletter, etc. Donc voilà, vous retrouverez tout ça également. Voilà. En tout cas, merci à tous pour avoir participé. Merci encore, Emina. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain. Donc, c'est tous les mois, hein, la communauté talent pédagogique. Donc, tous les derniers vendredis de chaque mois, on essaie d'en faire un. Donc, voilà, je vous dis à très, très bientôt. Et puis, bah, ceux qui veulent rester, je vais arrêter l'enregistrement et puis on peut continuer à échanger un petit quart d'heure si ça vous va. Merci en tout cas.